Victor Hugo, nom de Dieu. Victor Hugo, Les Misérables. Je n'ai jamais... Alors, il faut bien qu'à un moment donné, on s'attaque à Victor Hugo. Victor Hugo. Victor Hugo. So desio. Victor Hugo desio. Victor Hugo. Alors j'aime beaucoup ce passage. Et encore qu'on le remarque bien, il ne s'agit ici que du bâtiment militaire d'il y a 40 ans, du simple navire à voile. La vapeur, alors dans l'enfance, a depuis ajouté de nouveaux miracles à ce prodige qu'on appelle le vaisseau de guerre. Alors qu'il est, par exemple, le navire mixte à hélice est une machine surprenante traînée par une voilure de 3000 mètres carrés de surface et par une chaudière de la force de 2500 chevaux. Sans parler de ces merveilles nouvelles, l'ancien navire de Christophe Colomb et de Ruyter est un des grands chefs-d'œuvre de l'homme. Il est inépuisable en force, comme l'infini en souffle. Il emmagasine le vent dans sa voile, il est précis dans l'immense diffusion des vagues, il flotte et il règne. Il vient une heure, pourtant, où la rafale brise comme une paille cette vergue de 60 pieds de long, où le vent ploie comme un jonc sema de 400 pieds de haut, où cette ancre qui pèse 10 milliers se tord dans la gueule de la vague, comme l'hameçon d'un pêcheur dans la mâchoire d'un brochet, où ces canons monstrueux poussent des rugissements plaintifs et inutiles que l'ouragan emporte dans le vide et dans la nuit, où toute cette puissance et toute cette majesté s'abîment dans une puissance et dans une majesté supérieure. Toutes les fois qu'une force immense se déploie pour aboutir à une immense faiblesse, cela fait rêver les hommes. De là, dans les ports, les curieux qui abondent, sans qu'ils s'expliquent eux-mêmes parfaitement pourquoi, autour de ces merveilleuses machines de guerre et de navigation. Tous les jours donc, du matin au soir, les quais, les musoirs et les jetées du port de Toulon étaient couverts d'une quantité d'oisifs et de badauds, comme on dit à Paris, ayant pour affaire de regarder l'Orion. L'Orion était un navire malade depuis longtemps. Dans ses navigations antérieures, des couches épaisses de coquillages s'étaient amoncelées sur sa carène au point de lui faire perdre la moitié de sa marche. On l'avait mis à sec l'année précédente pour gratter ces coquillages, puis il avait repris la mer. Mais ce grattage avait altéré les boulonnages de la carène. À la hauteur des Baléares, le bordé s'était fatigué et ouvert, et, comme le vrai grage ne se faisait pas alors en tôle, le navire avait fait de l'eau. Un violent coup d'équinoxe était survenu, qui avait défoncé à bâbord la Poulaine et un sabord, et endommagé les porte-haubans de misaine. À la suite de ces avaries, l'Orion avait regagné Toulon. Il était mouillé près de l'arsenal, il était en armement et on le réparait. La coque n'avait pas été endommagée à tribord, mais quelques bordages y étaient décloués, ça et là, selon l'usage, pour laisser pénétrer de l'air dans la carcasse. Un matin, la foule qui le contemplait fut témoin d'un accident. L'équipage était occupé à enverguer les voiles. Le gabier, chargé de prendre l'empointure du grand hunier tribord, perdit l'équilibre. On le vit chanceler. La multitude amassée sur le quai de l'Arsenal jeta un cri,
La tête emporta le corps, l'homme tourna autour de la vergue, les mains étendues vers l'abîme. Il saisit au passage le faux marchepied d'une main d'abord, puis de l'autre, et il y resta suspendu. La mer était au-dessous de lui, à une profondeur vertigineuse. La secousse de sa chute avait imprimé un faux marchepied, avait imprimé au faux marchepied un violent mouvement d'escarpolette. L'homme allait et venait au bout de cette corde comme la pierre d'une fronde. Aller à son secours, c'était courir un risque effrayant. Aucun des matelots, tous pêcheurs de la côte nouvellement levés pour le service, n'osait s'y aventurer. Cependant, le malheureux gabier se fatiguait. On ne pouvait voir son angoisse sur son visage, mais on distinguait dans tous ses membres un épuisement. Ses bras se tendaient dans un tiraillement horrible. Chaque effort qu'il faisait pour remonter ne servait qu'à augmenter les oscillations du faux marchepied. Il ne criait pas de peur de perdre de la force. On n'attendait plus que la minute où il lâcherait la corde. Et par instant, toutes les têtes se détournaient afin de ne pas le voir passer. Il y a des moments où un bout de corde, une perche, une branche d'arbre, c'est la vie même. Et c'est une chose affreuse de voir un être vivant s'en détacher et tomber comme un fruit mûr. Tout à coup, on aperçut c'est l'émotion. Tout à coup, on aperçut un homme qui grimpait dans le gréement avec l'agilité d'un chat-tigre. Cet homme était vêtu de rouge, c'était un forçat. Il avait un bonnet vert, c'était un forçat à vie. Arrivé à la hauteur de la hune, un coup de vent emporta son bonnet et laissa voir une tête toute blanche. Ce n'était pas un jeune homme. Un forçat, en effet, employé à bord avec une corvée du bagne, avait dès le premier moment couru à l'officier de quart et au milieu du trouble et de l'hésitation de l'équipage, pendant que tous les matelots tremblaient et reculaient, il avait demandé à l'officier la permission de risquer sa vie pour sauver le gabier. Sur un signe affirmatif de l'officier, il avait rompu d'un coup de marteau la chaîne rivée à la manille de son pied, puis il avait pris une corde et s'était élancé dans les haubans. Personne ne remarqua que en cet instant-là, avec quelle facilité cette chaîne fut brisée. Ce ne fut que plus tard qu'on s'en souvint. Et en un clin d'œil, il fut sur la vergue. Il s'arrêta quelques secondes et parut la mesurer du regard. Ces secondes pendant lesquelles le vent balançait le gabier à l'extrémité d'un fil semblèrent des siècles à ceux qui regardaient. Enfin, le forçat leva les yeux au ciel et fit un pas en avant. La foule respira. On le vit parcourir la vergue en courant. Parvenu à la pointe, il y attacha un bout de la corde qu'il avait apporté et laissa pendre l'autre bout. Puis il se mit à descendre avec les mains le long de cette corde. Et alors, ce fut une inexprimable angoisse. Au lieu d'un homme suspendu sur le gouffre, on en vit deux. On eût dit une araignée venant saisir une mouche. Seulement ici, l'araignée apportait la vie et non la mort. 10 000 regards étaient fixés sur ce groupe. Pas un cri, pas une parole. Le même frémissement fonçait tous les sourcils. Toutes les bouches retenaient leur haleine, comme si elles eussent craint d'ajouter le moindre souffle au vent qui secouait les deux misérables. Cependant, le forçat était parvenu à s'affaler près du matelot. Il était temps. 1 minute de plus, l'homme, épuisé et désespéré, se laissait tomber dans l'abîme. Le forçat l'avait amarré solidement avec la corde à laquelle il se tenait d'une main pendant qu'il travaillait de l'autre. Enfin, on le vit remonter sur la vergue et y haler le matelot. Il le soutint là un instant pour lui laisser reprendre des forces, puis il le saisit dans ses bras et le porta
en marchant sur la vergue jusqu'au chouquet et de là dans la hune où il le laissa, dans les mains de ses camarades. À cet instant, la foule applaudit. Il y eut de vieux argousins de churmes qui pleurèrent, les femmes s'embrassèrent sur les quais, et l'on entendit toutes les voix crier avec une sorte de fureur attendrie « La grâce de cet homme !» Lui, cependant, s'était mis en devoir de redescendre immédiatement pour rejoindre sa corvée. Pour être plus promptement arrivé, il se laissa glisser dans le gréement et se mit à courir sur la basse vergue. Tous les yeux le suivaient. À un certain moment, on eut peur. Soit qu'il fût fatigué, soit que la tête lui tournât. On crut le voir hésiter et chanceler. Tout à coup, la foule poussa un grand cri, le força. Venait de tomber à la mer. La chute était périlleuse, la frégate Algésiras était mouillée près de l'Orient et le pauvre galérien était tombé entre deux navires. Il était à craindre qu'il ne glissât sous l'un ou sous l'autre. 4 hommes se jetèrent en hâte dans une embarcation. La foule les encourageait. L'anxiété était de nouveau dans toutes les âmes. L'homme n'était pas remonté à la surface. Il avait disparu dans la mer sans y faire un pli. Et comme s'il fût tombé dans une tonne d'huile. On sonda, on plongea. Ce fut en vain. On chercha jusqu'au soir. On ne trouvera pas même le corps. Le lendemain, le journal de Toulon imprimait ces quelques lignes. 17 novembre 1823, hier, un forçat de corvée à bord de l'Orient, en revenant de porter secours à un matelot, est tombé à la mer et s'est noyé. On n'a pu retrouver son cadavre. On présume qu'il se sera engagé sous les pilotis de la pointe de l'Arsenal. Cet homme était écroué sous le numéro 9430 et se nommait Jean Valjean. Eh ben oui, c'est extraordinaire. Victor Hugo, nom de Dieu, Victor Hugo, Les Misérables. Je n'ai jamais lu Les Misérables, et donc en fait je le découvre avec vous.